Donc je vous remercie pour cette invitation. Et puis je venais aussi un petit peu en réponse aussi aux interrogations de Dominique Yonyapiatra. Je suis très content donc en fait qu'on ait beaucoup de choses en commun finalement, notamment cette question de l'altérité qui va être assez centrale dans mon propos. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites avec l'intervention de Florian ce matin qui forcément traite un petit peu des mêmes questions que moi. En revanche, donc j'ai choisi plutôt une approche historiographique. Vous allez voir, la première partie de mon intervention porte vraiment sur la construction en fait d'une mémoire, alors non pas de la croisade, mais de l'établissement des Francs en Orient et de son évolution. Donc je pars de grosso modo du 19e siècle et jusqu'aux années 60, et puis le renouvellement historiographique le plus récent qu'on place plutôt dans les années 90. Donc vous allez voir aussi qu'on parlera un petit peu de cette perception mutuelle donc, des chrétiens latins essentiellement, donc les étrangers en Orient, et de l'islam, mais aussi des chrétientés orientales donc, qui font entièrement partie du monde islamique. Donc le titre de mon intervention, je le disais, décidé, je dois l'avouer, un peu dans l'urgence, n'est pas tout à fait représentatif du contenu. J'ai souhaité en effet donc commencer par un retour sur l'historiographie, ou ce que Claude Cahn, donc dans le livre qui vous est présenté à l'entrée, Orient et Occident au temps des croisades, appelait l'histoire de l'histoire des croisades, et qui, vous savez, il y a une énorme littérature académique sur les croisades, fait presque en fait consiste presque en un champ à part. Ce retour est suggéré par l'habitude très scolaire d'appréhender avec circonspection les intitulés, et je crois que celui de la journée, donc l'islam et nous, avec un nous entre guillemets, les mêmes guillemets qui encadrent ici la France d'Orient, offre une bonne entrée en matière. Le terme islam, dans le titre, si vous regardez bien l'affiche, ne porte pas de majuscule. Vous avez remarqué tout à l'heure que c'est vrai que dans le monde universitaire, on fait très attention au sens des majuscules. Et donc sans majuscule, il désigne donc a priori la religion et non l'ensemble culturel ou civilisationnel, attention là encore au mot, islamique, qui comprend donc, comme je l'ai dit, aussi bien les traditions que les populations et les territoires, ou la conception des territoires, de ce qu'on désignera donc comme un monde islamique. On verra que c'est cet islam, avec un grand I, un I majuscule, dont il sera le plus souvent question ici, c'est-à-dire dans mon intervention, une notion plus englobante qui intègre également donc les minorités non musulmanes, mais qui appartiennent ou appartenaient pleinement à ce monde. Donc le Dar el-Islam. Mais c'est peut-être davantage le nous, et là encore j'utilise les guillemets, sur lequel il convient de revenir tout d'abord, car en suggérant de manière consciemment provocante, c'est bien sûr l'idée aussi de l'ouvrage de Patrick Boucheron, qu'on puisse établir en fait une filiation, alors plus ou moins directe, entre les Français d'aujourd'hui et les Francs d'Orient, les croisés qu'a évoqué ce matin Florian Besson, on invite bien sûr à se replonger dans 2 siècles d'historiographie des croisades et des États latins. Cette idée donc que les croisades proche-orientales et les États nés des expéditions au Levant a été dominée par des Français, véhiculée comme on va le voir depuis le XIXe siècle, peut-être même avant pour certains, pose bien sûr problème aux historiens. Jacques Le Goff, dans un livre que vous connaissez sûrement, se demandait si l'Europe était née au Moyen-Âge. On peut également donc étendre cette question à la France, bien sûr, à la France en tant qu'idée et en tant que territoire, voire comme identité. Sans chercher donc à répondre à cette question, on verra que l'expérience orientale des XIIe et des XIIIe siècles a pu contribuer, à l'étranger et loin du sol français, à la genèse d'une forme d'identité nationale, le terme étant bien sûr à prendre ici dans son acception médiévale, c'est-à-dire, le nation des médiévaux, l'attribution d'une origine commune supposée à un groupe humain. Or, si l'on peut admettre que les participants de la première croisade et les principaux fondateurs des États latins d'Orient étaient majoritairement issus de l'espace actuel français, le territoire français actuel, il est moins certain qu'ils aient eu conscience d'une quelconque proximité entre eux, tant sur le plan politique, l'expédition, vous savez, c'est scindé en plusieurs contingents nationaux,
On parle par exemple des Normands qui sont assez célèbres, ils vont s'établir à Antioche entre autres et aussi en Galilée. Mais c'est des Normands qui viennent à la fois de Normandie et d'Italie, de l'Italie normande. On a parlé tout à l'heure de la Sicile en contact avec les mondes islamiques. Mais on a aussi donc un contingent de Lorrains mené par Godefroy de Bouillon, voire aussi des Provençaux, hein, le contingent de Raymond de Toulouse. Donc en fait une hétérogénéité de cette première expédition, une hétérogénéité linguistique d'abord, et on a très nombreux exemples en fait dans les chroniques de la première croisade, hein, des difficultés de communication qui sont inhérentes à l'expédition. En revanche, ce qui cimente donc peut-être plus le pèlerinage armé, puis ensuite la société d'outre-mer, ce qu'on appellera l'outre-mer, fut sans doute, plus qu'un quelconque sentiment national, donc la solidarité culturelle et religieuse latine. Terme qui sied d'ailleurs davantage que celui de franc employé par les orientaux. En fait, le terme de franc qu'on emploie, nous, généralement, quand on parle des chrétiens, enfin, des latins en Orient, c'est d'abord en fait un terme arabe, hein, c'est ifrange. On verra que cette idée d'une confrontation donc entre chrétienté et islam, qu'il faudra nuancer, est en fait proprement latine, romaine, car elle ne s'étend pas aux églises orientales, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ces églises orientales, qui sont d'ailleurs les grands perdants lors de l'établissement des principautés latines, et notamment donc, parce qu'ils se font spolier une grande partie de leurs prérogatives et de leur territoire également, de leur territoire, de leur bâtiment. On évoquera donc dans une seconde partie la perception de l'islam par les chrétiens occidentaux, donc les latins, qui ne semblaient pas moins étranges, donc assez latins, que les coutumes des Melkites, par exemple, des Grecs ou des Jacobites. C'est d'ailleurs à travers ce double prisme, national et catholique, que sont réalisées les premières études modernes sur les croisades dans la France du XIXe siècle. Alors, je ne mentionnerai pas Jean-Joseph Michaud, mais vous le connaissez, donc j'imagine certainement, l'auteur, premier grand auteur d'une histoire des croisades en français. Mais donc, je citerai peut-être des personnages un peu moins connus, alors pas tous vraiment issus du monde académique, notamment donc, celui que je vais citer tout de suite, qui écrivait, donc c'est l'abbé Bourrassé, qui est né en 1813, mort en 1872, donc vraiment le 19e siècle, qui écrivait en 1860. Alors cet abbé, il est auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine religieux en général, notamment en France, mais également d'un manuel d'archéologie chrétienne. Et il écrit donc le passage que je vais citer dans un récit de ses voyages en Terre Sainte. Donc je cite. « Au milieu des ruines qui couvrent cette terre jadis si florissante, aujourd'hui si désolée, nous pouvons évoquer la mémoire des héros de la croisade. Alors retentissent à nos oreilles des noms tout français. Nous reconnaissons avec bonheur et une certaine fierté que la Palestine, arrosée du sang de nos chevaliers, fut appelée avec raison la France d'Orient. » D'où mon titre. Les exploits de nos ancêtres n'y sont point oubliés. Nous avons fourni à ces grandes expéditions d'outre-mer et des guerriers et des historiens. Ce n'est pas sans émotion, en face des remparts de Jérusalem, de Jaffa, de Ptolémaïs ou Saint-Jean d'Acre, sur les bords du Jourdain, le long des rivages de Syrie et jusque sous les murs lointains de Damas, que l'on contemple les monuments de notre vaillance et de nos arts. Les forteresses, bâties par des mains françaises, sont encore couronnées de créneaux et les églises présentent des fenêtres et des arceaux en ogive, semblables à ceux qui parent les rives de la Seine et de la Loire. Afin que rien ne manque à ces réminiscences glorieuses, les plaines de Louis et les échos du Mont Tabor retentissent encore, pour ainsi dire, des cris de victoire des soldats de Junot, de Kléber, de Murat et de Bonaparte. Donc, c'est un texte que je trouve assez intéressant puisqu'il fait un petit peu la synthèse. En fait, on va voir beaucoup d'éléments qui sont prégnants dans cette historiographie du 19e siècle. Donc, notamment, bien sûr, le pont ici direct entre les âges. On passe des croisades à Kléber. Un vocabulaire, des formules aussi qui sont très imagées et qui font sûrement le succès en fait de ces textes et de cette vision un petit peu aujourd'hui un petit peu pathétique aussi donc de l'histoire. Donc ce passage, il est éloquent bien sûr, et je disais, il réalise donc une sorte de synthèse de la littérature du 19e siècle, une lecture très positive, finalement,
de l'établissement des Latins en Orient. Donc là, on ne considère pas du tout l'échec, finalement, après un peu moins de 200 ans de la présence franque en Orient. D'ailleurs, on ne parle pas non plus de l'échec de Bonaparte. Ici, on fait plutôt l'apologie en fait, de la campagne. Mais vous savez que Bonaparte se casse les dents sur Saint-Jean d'Acre, justement. Et c'est la fin de son expédition en Palestine. Et cette lecture, elle s'inscrit bien entendu donc, sur un arrière-plan idéologique qui est désormais bien connu. Je renvoie ici aux travaux de Claude Cahn d'abord, puis plus récemment donc, de Rosny Lunnblum, pour une lecture, et aussi donc, on a une lecture identique de cette historiographie sur d'autres espaces, notamment, donc j'en cite qu'un, mais la Sicile islamique. Anne-Lise Neff a analysé cette lecture également. Donc ici, le « nous » ne porte pas de guillemets, bien entendu, et les croisades se font prélude à l'œuvre civilisatrice du projet colonial. Ce projet, nous sommes en 1860, donc émerge bien sûr toute cette question de la question justement d'Orient, le rôle de la France comme protecteur des chrétientés orientales, le rôle qu'elle jouera au Liban, aux côtés de la Russie, etc. Il est d'ailleurs justifié dans le texte de Bourassa par l'idée d'un déclin de l'Orient, puisque cet Orient il est abandonné aux Turcs. Il faut toutefois identifier donc, dans cette recette une dose de raison. Le constat s'appuie en effet sur des éléments matériels, les ruines des châteaux et des églises, émanation donc pour Bourassa de la France en Orient, et d'autres plus immatériels comme les toponymes ou, comme le souligne donc l'auteur, les sources médiévales d'historiens français. Donc on trouve dans les travaux de la personne que je projette à l'écran, Emmanuel Guillaume-Ray, donc là on est dans les années 37 jusqu'à 1916, le manifeste le plus explicite de ce courant historique, largement supporté, notamment financièrement, par l'État français. Ray, donc, c'est le premier spécialiste, si vous voulez, des fortifications en Orient, avant le célèbre Paul Deschamps, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands aussi archéologues et historiens de l'art français. Et il est l'auteur, donc Emmanuel Guillaume-Ray, de plusieurs ouvrages dont les titres, je crois, parlent d'eux-mêmes. Essai sur la domination française en Syrie durant le Moyen-Âge, paru en 1866, ou Les colonies franques de Syrie au XIIe et XIIIe siècle, paru en 1883. Donc, profondément marqué idéologiquement par l'entreprise coloniale, Ray et sa génération vont développer une vision très positive également de l'installation des Latins en Orient, où ceux-ci sont présentés comme acteurs du développement de l'Orient. Et ils iront donc jusqu'à avancer que les populations soumises, qu'ils appellent bien sûr les indigènes, pour reprendre donc leur vocabulaire, accueillent avec reconnaissance la domination franque, qui se caractérise d'ailleurs par une tolérance relative vis-à-vis tant des chrétiens orientaux que des musulmans. Cette tolérance, alors elle est justifiée, c'est des éléments, c'est là aussi un argumentaire un peu faible, par la maîtrise attestée des dialectes arabes par quelques féodaux. Alors en fait, c'est probablement un fait assez rare, et les relations d'estime qu'ils ont pu nouer donc avec leurs adversaires musulmans. Donc une rupture vis-à-vis de ce discours intervient à partir des années 1940, notamment donc sous l'influence de Claude Cahn, que j'ai déjà mentionné. Donc, vous savez, qui était proche pendant un temps du Parti communiste. Et également, donc, de nouveaux modèles sont établis dans les décennies 1950-1960, en réaction aux attitudes coloniales dont le procès est entamé. Pour autant, le contexte de la création de l'État d'Israël et l'influence majeure de l'historien Joshua Prawer, qui est le fondateur des études médiévales en Israël, à l'université hébraïque, à Jérusalem, contribue donc à une lecture assez radicale des sources historiques. Cette lecture nouvelle insiste sur le caractère oppressif du régime franc et tente d'expliquer l'échec des États latins par la faiblesse démographique, d'abord, de ces Latins. Donc, prenant le contre-pied des modèles précédents, Prawer insiste sur une opposition fondamentalement religieuse, donc en faveur de l'islam, puisqu'il considère que la Syrie-Palestine est une région largement islamisée dès l'arrivée des croisés.
il est important de noter également que cette révision historique naît avant tout en réaction au modèle précédent. Hein. On est en fait dans une phase de réécriture de l'histoire, on est dans la phase post-coloniale en fait, de critique du modèle colonial, et que ce sont pourtant donc les mêmes chroniques, hein, absolument les mêmes textes. On n'a pas de travail vraiment sur la découverte de nouveaux textes qui sont mobilisés par ces historiens. Et je voulais donc évoquer rapidement cette histoire, puisqu'en fait, même si elle est largement aujourd'hui critiquée et c'est quelque chose qui a été digéré en fait par la recherche actuelle, des reliquats de cette histoire, donc qu'elle soit coloniale, alors positiviste ou au contraire très négative, hein, a largement donc la vie dure auprès notamment du grand public, puisqu'elle fait écho, hein, bien sûr, au discours incessant, voire dangereux aujourd'hui, sur l'affrontement religieux, justement, et le fameux choc des civilisations, hein, baigné d'essentialisme. Donc, je veux, pour preuve, mentionner donc, le dernier blockbuster inspiré des croisades. C'est un film de 2005, hein, qui n'a rien à envier à l'impérialisme d'un auteur comme Bourassa au XIXe siècle. Donc le film, c'est le film de Ridley Scott, vous le connaissez probablement, Kingdom of Heavens. Et il a fait l'objet, donc au moment de sa sortie, hein, de vertes critiques de la part du grand historien britannique Jonathan Riley-Smith, qui vient de décéder d'ailleurs, et qu'il a résumé dans un article du Times daté donc, du 5 mai 2005, au moment de la sortie du film, et qui s'intitulait donc cet article « La vérité est la première victime ». Donc pour revenir rapidement sur le speech de ce film, mais qui est assez en fait symbolique, si vous voulez, de la perception qu'a le grand public des croisades. Donc ce film narre l'histoire d'un forgeron, alors originaire d'une région qui n'est pas mentionnée, hein, mais alors vous voyez les images ici, on est en hiver, ça pourrait très bien être l'Auvergne, et qui hérite donc du fief d'Ibelin, donc un fief historiquement attesté, hein, dans le royaume de Jérusalem, probablement donc vers les années 1180. Donc je passe sur la romance inévitable, hein, entre le forgeron et forcément la reine de Jérusalem, Sibylle, qui renforce donc l'inimité qui existait déjà entre ce forgeron d'Auvergne et le roi de Jérusalem, donc il a déjà croisé sur son chemin, Guy de Lusignan, donc celui qui est vaincu, hein, à Atine. On choisit bien sûr les personnages importants, et de son acolyte psychopathe, donc Renaud de Châtillon. Donc, je voulais m'arrêter sur une scène, je crois, qui est vraiment un petit peu paradigmatique de l'idée du film. C'est la scène durant laquelle donc, Balian, le forgeron... Alors, tous les noms, hein, des personnages sont inspirés de personnages réels, d'accord, d'acteurs historiques, mais bien sûr, on s'est affranchi complètement, hein, de leur histoire. Et donc, Balian, le forgeron donc, qui a hérité de son fief, découvre justement son fief en Orient. Donc le film est tourné au Maghreb, donc le fief qui est historiquement situé en fait sur la bande côtière, hein, un petit peu au sud de Saint-Jean d'Acre, est ici donc présenté comme un petit village sur des terres arides et cultivé par quelques pauvres familles de paysans. Donc vous avez voilà, deux captures d'écran du film qui situent en fait l'action lors de laquelle donc Balian, le forgeron auvergnat, etc., en un tour de bras, va enseigner à 16 Arabes, hein, c'est comme ça qu'ils sont désignés, hein, par les personnages du film, les secrets donc, de l'irrigation, et va transformer forcément Ibelin en une véritable oasis. Donc, voilà, quand je vous disais qu'on rigolait un petit peu tout à l'heure, on souriait avec les textes de Bourassa, mais voilà ce qui passe quand même à l'écran en 2005, hein. Et si, bien sûr, on ne doit pas attendre du cinéma donc une précision historique, on ne peut s'empêcher de penser, en regardant ces images, que le message véhiculé nuit à la compréhension du phénomène à la fois de la croisade et surtout, hein, de toute la production historiographique de ces 30 dernières années. Donc je crois que c'est assez symbolique, hein. Là, vous voyez en fait le blanc, hein, au milieu, entouré justement des enfants du village et qui observent le puits, hein, qui vient d'être creusé. Car donc la critique de ce modèle, alors qu'il soit donc colonial ou post-colonial, elle est largement consommée. Si la Palestine et la Syrie sont arabisées au XIe siècle, la Palestine notamment est loin d'être totalement islamisée,
et d'importantes communautés chrétiennes orientales bien sûr, subsistent donc jusqu'au XIIIe siècle, notamment autour de Jérusalem, de Bethléem et de Nazareth. On a montré également, depuis les années 1990, que les Francs s'étaient établis non seulement dans les villes, mais également dans les campagnes, ce que réfutait donc Brouwer et même, on le verra tout à l'heure, Claude Cahn, qui prétextait donc une trop forte résistance des populations, une résistance idéologique pour Brouwer, des populations musulmanes censées dominer l'espace rural. Donc s'il semble que dans certaines zones du royaume de Jérusalem, les latins aient cherché à s'installer effectivement prioritairement à proximité des villages peuplés de chrétiens orientaux, c'est la thèse de Ronnie Landblum, cela ne semble pas être le cas partout, et des tentatives d'implantation durable sont attestées dans des régions au peuplement plus complexe, comme donc dans la région que j'étudie dans le cadre de ma thèse, l'Est et la Haute-Galilée, où cohabitaient donc pour l'essentiel des juifs et des musulmans, à la fois, c'est très intéressant, chiites et sunnites. On est là aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais dans une période de reconfiguration des communautés. Alors, il convient donc de s'interroger à nouveau sur les modalités et les conséquences de l'installation en Orient des chrétiens latins venus d'Europe. La tendance actuelle renonce d'ailleurs à considérer les développements historiques à travers le prisme réducteur des succès et des échecs, mais tente plutôt de mettre en évidence donc, des zones de contact entre ce monde latin et celui de l'islam avec un grand I, avec un I majuscule. Ce monde islamique, donc rencontré par les croisés en Orient, à la toute fin du XIe siècle, je vous rappelle que Jérusalem est prise en 1099, Antioche en 1097, deux ans avant, est un ensemble complexe, démographiquement et culturellement, on l'a vu, mais également politiquement, car l'aboutissement de la croisade intervient à un moment, vous le savez, de profonde mutation du Proche-Orient, qui, donc à cet instant, est divisé, au niveau de la Palestine d'ailleurs, entre deux califats rivaux, le califat fatimide du Caire, chiite, et le califat abbasside de Bagdad, sunnite. Ce califat abbasside qui vient d'ailleurs de tomber sous le joug des Seldjoukides, donc une dynastie, une confédération en fait, turque, qui prend pied également à la même période, un petit peu avant, en Anatolie, et qui règne aussi sur une bonne partie de l'Iran. La compréhension de ces évolutions complexes n'échappe pas aux croisés, qui profite d'ailleurs de ce que René Grousset, dans une expression là encore dépassée, nommait l'anarchie musulmane. Donc, au sein de la première croisade, donc on a dit ensemble hétéroclite, composé donc de contingents nationaux, certains ont déjà, Dominique Napier en a parlé tout à l'heure, ont déjà en fait une connaissance parfois fine de l'islam. Ils ont été en contact avec eux. Je pense qu'on a parlé des Normands tout à l'heure. Effectivement, la conquête de la Sicile qui s'effectue alors dans un milieu arabo-byzantin, c'est un peu complexe, mais donc ils ont une connaissance déjà fine. C'est le cas en particulier de Bohémond d'Antioche, donc Bohémond de Tarente qui deviendra Bohémond d'Antioche, Tancrède de Hauteville également, donc c'est de la même famille, qui ont suivi aussi Robert Guiscard, alors non seulement contre les musulmans en Calabre, mais aussi contre les Byzantins. Ils se sont enfoncés très loin, ces Normands, donc, dans l'Empire byzantin. Pour d'autres, en revanche, donc les Lorrains, les Flamands notamment, il s'agit souvent de la première rencontre avec une civilisation, avec un ensemble une civilisation vraiment étrangère. Donc, au-delà de la religion, beaucoup de choses opposent les latins à l'islam, notamment donc, la culture politique, celle qui a été étudiée et dont Florian Besson a dû vous parler ce matin, qui est l'objet de sa thèse, et qui se traduit donc par l'établissement en Orient d'un modèle féodal, alors que Florian, je trouve, a trouvé à caractériser avec une belle expression. On a parlé longtemps d'une féodalité importée, donc toujours dans ce modèle colonial de l'importation, depuis la métropole en fait, jusque dans les provinces colonisées. Et Florian, lui, parle d'une féodalité emportée, puisqu'en fait, elle va connaître, cette féodalité, une évolution en Orient, justement. Donc si elle trouve bien son origine en Europe, elle est réinventée justement en Terre Sainte, sur une terre vierge, ou en tout cas conçue comme vierge, et adaptée donc à des conditions sociales nouvelles, voire uniques.
du système antérieur dont on ne sait que très peu de choses, c'est-à-dire en fait le système fatimide ou seldjoukide pour la Palestine. Il est fait essentiellement table rase avec l'arrivée des Francs. Donc les territoires conquis sont divisés, répartis entre des féodaux, donc des seigneurs laïcs, mais aussi des institutions ecclésiastiques, et des fiefs qui n'existaient pas donc auparavant, et dont les limites du coup sont à penser. Elles s'inspirent d'ailleurs des territoires, parfois des tribus bibliques, donc de cette idée d'une terre sainte. Donc c'est une nouvelle féodalité qui voit le jour. Mais on doit surtout encadrer les populations conquises. Donc légalement, c'est l'invention d'un système judiciaire qui prend en compte donc, les catégories confessionnelles. Vous savez qu'on a différentes cours de justice et on n'est pas jugé en fait par la même instance, que l'on soit latin, chrétien oriental, juif ou musulman. Le royaume de Jérusalem, d'ailleurs, tient compte de l'avis de tribunaux rabbiniques. Il faut le noter, c'est inscrit dans la loi. Donc quelque chose qui n'est pas du tout, cette fois, similaire finalement à ce qu'on connaît à la même époque en Occident. Un encadrement, donc on l'a dit, légal, mais aussi économique, à travers notamment l'imposition des méthodes, des nouveaux principes d'imposition sur les productions agricoles. La dîme, par exemple, est établie, donc, comme en Occident, mais elle peut être prélevée non plus uniquement par l'Église, mais également donc, par les seigneurs. Les ordres religieux, qui sont des créations orientales, ils naissent au moment des États latins, donc les Templiers, les Hospitaliers, les Teutoniques, sont souvent d'ailleurs exemptés de cette dîme, où on leur accorde justement le droit de prélever alors une partie, un pourcentage de cet impôt. Donc, au modèle islamique de l'Iqta, donc l'Iqta, c'est le principe, c'est que c'est une terre fiscale dont les revenus vont être alloués à un muqta, donc un bénéficiaire, si vous voulez. Donc généralement, c'est un émir, on le récompense par une Iqta, enfin le sultan récompense son service par une Iqta. Mais ce muqta donc va pas administrer la terre. Il perçoit juste, en fait, il tire juste un revenu de cette terre. Donc à ce modèle islamique, le pouvoir latin va opposer donc le fief, comme on l'a dit, qui peut être spatialement continu ou non. D'ailleurs, on a des seigneuries complètement éclatées, avec quelques propriétés, 2 ou 3 villages situés à plus d'une journée de cheval du reste du fief, voire même des fiefs rentes, donc qui garantissent un petit peu sur le principe de l'Iqta aussi d'ailleurs, qui garantissent un revenu donc au seigneur, qui est du coup libéré, si vous voulez, de son ancrage territorial, et peut vivre notamment à la cour, donc que ça soit à Jérusalem ou après sa perte à Saint-Jean d'Acre. Dès 1951, donc Claude Cahn proposait une synthèse sur ce mode de répartition et d'exploitation des terres dans la Syrie franque, et il soulignait donc un certain nombre d'emprunts au système arabo-byzantin, principalement donc en termes non pas de géographie, mais d'unité de mesure de la terre notamment, pour ce qui concerne donc les parcelles agricoles. Il soulignait également donc la différence de conception fondamentale entre le modèle féodal occidental et celui des pouvoirs islamiques, qui justement avaient perçu l'intérêt de l'Iqta comme le moyen de ne pas ancrer territorialement les émirs. D'accord ? Donc il n'y a pas en fait de velléité, si vous voulez, d'indépendance, puisque de toute façon leurs revenus ne proviennent pas des terres sur lesquelles ils sont en poste. Donc vous voyez, je crois ici, donc c'est juste vraiment l'introduction de cet article de Claude Cahn, et qui est assez intéressant, puisque justement on voit qu'on est encore... Alors Claude Cahn, c'est vraiment un pilier, un majeur de l'historiographie française, mais plus généralement même de l'historiographie médiévale sur l'Orient. Et dans donc le début du deuxième paragraphe, il s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'écrivait Brouwer. En fait, les Francs se sont cantonnés dans les villes et les châteaux forts. Au travail de la terre, ils n'ont pas participé. Et en fait, c'est étonnant, puisque son article dit tout à fait le contraire, où il montre en fait qu'on a un système qui est développé nouveau. Donc s'il est nouveau, c'est bien que c'est c'est la conséquence directe de l'implantation des Francs dans
donc sur le territoire palestinien. Mais voilà, on a du mal encore à s'affranchir de cette idée, de cette image développée au XIXe siècle, que les Francs, finalement, sont terrés dans leur château, qu'ils ne maîtrisent rien sinon par la force, et que du coup, on n'a pas du tout finalement d'investissement dans l'arrière-pays. D'ailleurs, donc, dans le premier cas, donc, dans le cas du féodalisme à l'européenne, si vous voulez, l'investissement des féodaux porte rapidement ses fruits, on le voit bien. Des Latins s'installent sur des terres, parfois dans des villages spécialement conçus pour eux, des véritables colonies, qui offrent donc des conditions fiscales attractives et dans lesquelles donc, cohabitent des Provençaux, des Italiens, des Bretons, des Flamands et parfois des autochtones. Donc ça, on peut se permettre de le dire puisqu'on a en fait conservé un certain nombre de chartes liées en particulier, donc c'est un corpus qui est lié à une institution, les chanoines du Saint-Sépulcre, donc une institution fondée par Godefroy de Bouillon, donc immédiatement après la prise de Jérusalem. Et vous voyez ici donc le plan au sol et la restitution proposée dans un ouvrage d'ailleurs plus récent d'un village qui a été fouillé dans les années 20 par des franciscains de la custodie de Terre Sainte. Donc très très bien fouillé, d'ailleurs c'est une fouille remarquable pour l'époque. Et qui, alors je ne sais pas si certains, ça évoque vraiment les villages-rues qu'on connaît notamment en Europe, les grands villages des défrichements en fait, qui sont en fait, si vous voulez, la forme la plus simple à adopter pour fixer rapidement une population et lui permettre de développer, de valoriser, si vous voulez, son environnement immédiat. Oui. Alors le nom du village, c'est El Koubeibé. C'est situé c'est pas très loin de Ramallah, c'est au nord-ouest de Jérusalem. Et le nom en latin, c'est la Grande Mahomerie ou Magna Mahumeria. Et donc c'est un village qui est fondé dans les années 1160, donc vraiment moitié du XIIe siècle, non loin donc de Jérusalem, et qu'on a un petit peu érigé en exemple pendant des années, puisqu'on n'en connaissait pas beaucoup. En fait, ces dernières années, on en a mis au jour plus d'une dizaine dans les environs, alors tous situés, c'est vrai, dans les environs de Jérusalem, et puis l'année dernière, on a enfin une attestation d'un village identique, peut-être un peu plus tardif, non lié aux chanoines du Saint-Sépulcre, à proximité de Montfort, un château dont je parlerai pas très loin de Saint-Jean-d'Acre, justement. Et ce site un peu emblématique, il comporte en fait tous les éléments du village de colons latins. Donc un four et un moulin, four et moulin banaux. Donc cette organisation autour d'une rue centrale et la présence d'une église de culte latin au centre. Et on l'interprète en fait, on interprète la fondation de ces villages premièrement donc par une sécurité relative des environnements de Jérusalem. C'est vrai qu'en fait pour le XIIe siècle, la région de Jérusalem n'est pas du tout menacée, à la différence par exemple de l'est de la Galilée. On n'a aucune incursion dans la zone, on est plutôt encore dans une phase d'expansion. Et donc je disais qu'on avait conservé un certain nombre de chartes qui font mention aussi des droits accordés justement à cette population, qui signent d'ailleurs, qui témoignent au bas des chartes des nouvelles constitutions, alors presque communales, de ces villages. D'ailleurs, dans certains cas, on a le terme de commune, et qui du coup font état de l'origine géographique des habitants. Donc c'est comme ça qu'on peut dire effectivement on a tant de Provençaux dans ce village, tant de Lorrains, etc. Et donc parallèlement à ce développement donc, de villages de colonisation, mais de manière plus générale aussi la refondation de certains villages qui avaient été détruits justement par le conflit entre Fatimides et Seldjoukides, on voit se développer un certain nombre d'industries qui sont là réellement liées à cet investissement féodal, donc à l'implication directe des seigneurs sur leurs terres. Et c'est le cas en particulier de la culture du sucre, enfin de la canne à sucre, et qui, une fois broyée, permet donc la transformation en pain de sucre, qui est une production très très lucrative. On a une phrase d'un chroniqueur célèbre, Mathieu Paris,
qui, dans sa grande chronique, rapporte que la taxe sur l'exportation du sucre à Acre rapporte au roi, alors il exagère hein, probablement un peu, mais autant que l'ensemble des revenus tirés du sol dans son royaume par an. Donc voilà, pour avoir une idée un petit peu hein, pour mesurer si vous voulez. Donc toujours, hein, il y a sûrement une dose d'exagération chez Mathieu Paris, mais l'idée c'est que c'est quand même une culture très lucrative et on voit en fait une explosion des sites de transformation du sucre, donc broyage de la canne et décantation. Donc là, vous avez des pots justement qui servent. Donc le pot conique sert justement à appliquer la pâte issue du broyage de la canne, qui se décante ensuite dans le pot plus ou moins globulaire et qui est ensuite cassé à un moment donc on sort les pains de sucre. Là, vous avez une enluminure plus tardive qui représente le processus. Donc de cette recomposition territoriale, et on a vu donc de ce développement important finalement, et qu'on avait complètement en fait passé à l'as dans les années 50 et 60, on observe donc une caractéristique, c'est l'émergence de pôles de pouvoir non urbains, donc centrés autour d'abbayes ou de châteaux. Donc ces châteaux, alors vous avez ici le site de Montfort, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est un château du XIIIe siècle, le quartier général, si vous voulez, de l'ordre des Teutoniques, et à côté duquel on a un petit peu plus haut, donc quand vous remontez, vous remontez le château donc par la crête, vous voyez, on a justement ce village de colonisation, probablement daté du XIIIe siècle, donc assez intéressant aussi dans une autre phase de recomposition territoriale, après la perte de la plupart des États latins. Mais on a aussi donc un site vraiment à proximité immédiate de production du sucre, Khorbad Manot, donc, avec toutes les installations nécessaires au processus. Et donc ces abbayes, ces châteaux, sont la manifestation donc, la plus frappante, et c'est pour ça que Bourassa le soulignait, de cette présence franque. Donc, je peux vous montrer un certain nombre de sites. Voilà un site sur lequel on fouille depuis 6 ans, le château de Belvoir, donc encore un château des ordres militaires. Donc ici les hospitaliers, un château fondé également donc, dans les années 1160, donc au même moment, si vous voulez, qu'on fonde le village de la Grande Mahomerie dans les environs de Jérusalem, et qui domine, alors là la photo écrase un peu, mais la vallée du Jourdain. Et en fait, ce que vous voyez au fond, c'est les contreforts, si vous voulez, de la Jordanie. Vous avez la vallée du Yarmouk et une partie du Golan, même, tout à gauche. Donc des châteaux, on a dit, également des abbayes. L'abbaye bénédictine du Mont Tabor, donc, aussi située donc, sur le Mont Tabor, mais dans un axe vraiment majeur de circulation dans le royaume, qui relie en fait la côte à justement la région du lac de Tibériade, puis à la vallée du Jourdain. On est vraiment sur un espace de connexion, c'est la vallée d'Esdrélon ou de Gisréel. Et également donc un ensemble de sites plutôt intermédiaires, mais qui sont vraiment, je pense, les plus intéressants parce que les moins étudiés. Alors vous allez voir que certains sont vraiment dans un état compliqué, la lecture elle n'est pas forcément évidente. Ce sont donc toutes ces tours. Et alors, on a parlé parfois de maisons fortes, en fait, ou de fermes fortifiées. Je pense qu'on peut revenir sur les catégories. Mais disons qu'on voit, en fait, s'implanter donc un ensemble d'édifices qui n'existaient pas, dont le type même, la catégorie, n'existait pas dans les paysages avant l'arrivée des Francs. C'est peut-être un peu faux, d'ailleurs, puisque on a une région, la Syrie côtière, où on a peut-être en fait quelques fortifications un petit peu antérieures à l'arrivée des Francs. Mais disons que c'est vraiment dans ce mouvement, à partir du XIIe siècle, qu'on voit se développer ces grandes fortifications et également donc, ces sites intermédiaires. Donc, on connaissait par exemple certaines tours de la période fatimide. C'est vrai d'ailleurs dans la vallée, dans le bassin de la Houlée, mais elles étaient cantonnées à un rôle plus ou moins défensif, mais surtout de communication. Tandis que justement, avec l'établissement des Francs en Orient, donc le paysage
va se parsemer de ces sites, qui jouent un rôle intermédiaire en structurant le territoire, en assurant la défense, mais également en abritant donc, le produit de la terre et en manifestant surtout l'ostentation d'un pouvoir qui réside dans ces sites. Le seigneur, il le fait représenter sur son sceau. Alors, il vit peut-être en ville, mais en tout cas, il est régulièrement, et il tient sa cour de justice notamment, au château. Donc, tours et châteaux forts sont donc le symbole d'un régime fondé sur la puissance militaire franque, certes, mais également donc l'expression d'une féodalité terrienne. Et ce tableau nous semble sûrement donc très familier, puisque l'impression dominante, c'est celle de la transposition, et c'est celle qui avait été notée par les auteurs des années 50 et 60, d'un modèle médiéval occidental en Orient. Pour autant, peut-on distinguer des caractères spécifiques à l'espace français médiéval ? Ou, autrement dire, les Latins d'Orient sont-ils des Français parce qu'ils ont des châteaux et des tours ? Donc on a vu que les modèles historiographiques de la première moitié du XXe siècle, héritiers aussi du siècle précédent, considéraient ces États comme donc une extension coloniale de la métropole française. On a vu également que cette idée donc, pose problème sur la conception de la France, sur le plan historique, à une époque donc, où elle présente un morcellement territorial, mais également donc, culturel et linguistique. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les Latins d'Orient, eux-mêmes, ne se considèrent pas comme des Français. En tout cas, à première vue. Le roi de Jérusalem, par exemple, il apparaît dans la documentation en tant que Rex Latinorum, donc le roi des Latins, pas le roi des Francs. En revanche, donc en effet, puisque le dénominateur commun au sein de la population d'origine, on l'a dit, diverse, c'est bien l'appartenance. La population dominante a pour dénominateur commun l'appartenance au rite latin. Ce qui exclut donc les musulmans et les juifs, mais relègue aussi les chrétiens orientaux à une sorte de catégorie de seconde zone. Cette vision, elle est bien sûr héritée d'une lecture d'un discours très normatif des sources, notamment des sources juridiques, justement, dont on parlait tout à l'heure, endogènes et latines. Donc, c'est les sources du pouvoir, comme d'habitude. Et dans les sources arabes, les latins sont bien nommés, comme on l'avait dit, ifranj. Mais on ne fait pas référence ici donc, aux francs en tant que français, bien sûr, mais on les distingue seulement donc, des Roum, des Byzantins, en fait, qui sont les héritiers de l'Empire romain, des Grecs. Et un point intéressant, c'est lorsque Louis IX, donc le futur Saint Louis, arrive en Égypte, les sources arabes l'identifient bien comme le roi de France, cette fois, puisque, on lit d'ailleurs en arabe, « Redi France ». Donc il est le roi de France. Et on ne l'associe pas du tout, par contre, au royaume de Jérusalem et à l'expérience de l'Orient latin. Entre-temps, donc, puisque je rappelle, la croisade de Louis IX, on est dans les années 1250. Donc, entre 1250 et 1099, l'arrivée des Latins en Orient, plusieurs générations de Francs sont nés en Orient, qui n'ont connu que l'Orient, et sont donc considérés par les nouveaux croisés, ceux qui arrivent avec les croisades successives, déjà comme des orientaux. Et d'ailleurs, ils vont être désignés en sens péjorativement par le terme de poulani, qu'on traduit en français par poulain, c'est-à-dire les Latins nés en Orient, et qui sont déjà eux aussi finalement une seconde classe de Francs. Tout ça, c'est un peu pyramidal. Et pour autant, certains donc Francs d'Orient se considèrent sans doute eux-mêmes comme des orientaux. C'est en ce sens qu'on a souvent lu, alors peut-être c'est un passage que vous connaissez peut-être déjà, mais ce passage très célèbre de Fouché de Chartres, qui n'est pas dénué non plus, comme on disait tout à l'heure de Mathieu Paris, d'un certain militantisme. Il fait passer aussi une idée, bien sûr. C'est tout ça, on est toujours dans le discours. Je vous le lis quand même, puisqu'il est vraiment très impressionnant. Donc Fouché de Chartres nous dit « Nous, qui étions occidentaux, sommes maintenant devenus orientaux. » On est au XIIe siècle. « Celui qui était romain ou franc est devenu sur cette terre galiléen ou palestinien.
Celui qui était de Reims ou de Chartres est désormais citoyen de Tyr ou d'Antioche. Nous avons déjà oublié nos lieux d'origine, nombre d'entre nous les ignorent déjà, ou en tout cas n'en parlent plus. Certains ont épousé une femme venant non pas de leur peuple, mais de celui des Syriens ou des Arméniens, ou même des Sarrasins, ayant reçu la grâce du baptême, quand même. Certains ont donc dans ces peuples, des beaux-pères ou des beaux-fils, ou des fils adoptifs ou des pères adoptifs. Il y a ici aussi des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Les expressions et les tournures les plus éloquentes de différentes langues se mêlent dans leur conversation. Des mots pris à chacune sont devenus le patrimoine commun à tous. Je cite le texte, hein, on a vraiment des expressions qui paraissent aujourd'hui très, très vives. Donc, sont devenus le patrimoine commun à tous, et ceux qui ignorent leurs origines se trouvent unis dans la même foi. Donc on a là en fait un petit peu tout ce que je viens de dire. Finalement, ce décalage entre l'Occident des Occidentaux, l'Occident des Orientaux désormais, et l'Orient des Occidentaux. Et pour autant, ce qui fait le ferment de cette population, donc qu'il identifie bien comme nouvelle, mais qui a déjà en fait des générations derrière elle. Il a dit, les fils, les petits-fils, etc. C'est bien cette union dans la même foi qui définit la société dominante. On assiste donc, à en croire l'auteur, à l'émergence d'une véritable société orientale, donc un petit peu sur le modèle de ce que proposait Ray, par exemple, mais dans sa perspective à lui, colonialiste. Il vendait en fait un petit peu un modèle qui, du coup, se trouve donc certes original, mais hybride avant tout. Et le fossé qui la sépare de l'Occident est d'ailleurs bien discernable dans les rapports conflictuels entre les nouveaux croisés qui affluent donc jusqu'à la fin du XIIIe siècle en Syrie-Palestine et qui méconnaissent les codes et les rouages de la diplomatie orientale, mais également en fait de la diplomatie des Francs d'Orient qui ne comprennent plus en fait. Et il faut d'ailleurs se demander en quoi l'identité du coup française, celle qu'on recherche avec ce titre du cycle de conférences, a pu se définir donc en Orient, au contact de l'autre, du coup, et dans une fabrique de l'altérité. Donc, plusieurs pèlerins et croisés donc, se plaignent ainsi du français, donc de la langue, parlée à Jérusalem et qu'ils ne comprennent pas. La langue donc, joue aussi un rôle majeur puisqu'elle dessine les contours des communautés en Terre Sainte, donc langue liturgique qui va séparer, alors certes les latins du reste, mais également par exemple les chrétiens de rite grec des Melkites, qui sont des chrétiens de rite grec mais en langue arabe, dont la langue liturgique est l'arabe, et également donc la langue de tous les jours finalement, qui justifie par exemple la séparation des hospitaliers donc de langue latine de celle de langue germanique. Au sein d'un même ordre religieux militaire, les hospitaliers, on a en fait la maison mère de langue latine, et pour qu'ils puissent quand même discuter entre eux, on a fondé donc Sainte Marie latine, et qui va devenir Sainte Marie des Germains, donc qu'on peut toujours voir d'ailleurs dans Jérusalem, alors très ruinée, mais elle est là. Et qui à terme donc va donner naissance, cette communauté dans la communauté, à un nouvel ordre, l'ordre des Teutoniques, qui est issu de l'ordre de l'hôpital. En France, la division territoriale de ce même ordre, d'ailleurs, l'hôpital, n'échappe pas à ce principe, puisqu'elle est structurée linguistiquement, avec donc, en plusieurs langues. D'ailleurs, on parle de la langue d'Auvergne, donc c'est le district de l'hôpital en Auvergne, ou la langue de Provence, de même principe, qui sont en fait des districts administratifs fondés justement sur une communauté linguistique. En Orient, le paysage se latinise, comme l'attestent bien d'ailleurs les nombreux toponymes français auxquels faisait référence Bourassa, mais c'est ceux qu'on voit ici. Je vous ai montré le château de Montfort, le château de Belvoir, on peut parler de Chastel-Pèlerin. Je ne sais pas si je vous avais mis un... Donc voilà d'autres exemples de tours. Alors je vous disais, là, c'est une tour un peu compliquée. Elle est au sein en fait, d'une ruine ottomane, un peu difficile à lire. Et vous voyez qu'elle est pas du tout dans un état préservé. C'est des documents qui n'ont, jusqu'à très récemment, pas du tout attiré l'attention des chercheurs. Et je vous parlais de Chastel-Pèlerin, donc un très grand château, un site sur lequel on fouille aussi depuis 4 ans maintenant. Chastel-Pèlerin, le nom il est quand même très, très français. Ces Francs d'Orient, donc, ils sont à cheval
entre l'Orient et l'Occident, mais ils conservent, bien sûr, et c'est ça qui fera toujours leur identité aux yeux des autres, des liens forts, bien sûr, avec leur espace d'origine, notamment des liens familiaux. Hein. Je pense que Florian a dû vous parler. Hein. Dès qu'on a pénurie d'hommes ou d'ailleurs de femmes, on va chercher en Occident, plutôt que de trouver justement, comme le disait Fouché de Chartres, une femme issue donc d'un lignage local. On cherchait toujours du côté français. Les rois de Jérusalem, par exemple. Mais c'est également donc un ensemble de pratiques sociales. Alors, quelles interactions ont ces occidentaux en Orient, ou ces orientaux, du coup, avec le monde islamique? Alors, on a dit, le monde islamique, il est complexe, divers, riche, et il est aussi en mutation, donc, avec notamment un ensemble d'ethnogénèse, donc de création, d'apparition de nouveaux peuples, en tant qu'idée, bien sûr. Mais c'est le cas, par exemple, je parlais tout à l'heure du peuplement de la Galilée. À la fin du XIe siècle, on a la prédication de Darazi, qui va donner en fait naissance à cette communauté, les Druzes, qui peuplent aujourd'hui les monts Liban, une partie du Golan, etc. Donc c'est des choses qui arrivent tout en même temps et auxquelles le pouvoir va être confronté directement. Et c'est particulièrement vrai, ces mutations pour la Palestine en particulier, qui est justement dans cet état de balance, d'une islamisation probablement en cours à la période des croisades, même peut-être accélérée avec les croisades, mais qui n'est pas encore complétée au XIIe et XIIIe siècle. Et s'il faut parfois se défier donc d'une historiographie un peu dépassée, il faut savoir aussi garder une certaine distance avec nos sources, dont les auteurs ont tendance, bien sûr, à dépeindre. Alors, on est là aussi dans les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure, mais négativement, systématiquement négativement, l'autre. L'autre, c'est l'adversaire, bien sûr. Et on est, du coup, vraiment dans des jeux de rhétorique, parfois. Ces commentaires trahissent cependant donc un réel étonnement face à certaines pratiques, notamment dans le domaine de la justice ou de la médecine. Et des décisions arbitraires vont par exemple susciter la critique d'un auteur célèbre, dont j'ai vu le livre tout à l'heure dans l'étagère, Oussama ibn Munkiz, qui loue toutefois l'autorité du roi des Latins sur ses vassaux. Puisque, en général, il dit ils ont une justice qui est purement arbitraire, fondée sur l'inégalité des cultes, etc. Et pourtant, donc, le seigneur de Bélinas, donc, une ville qui est située au pied du mont Hermon, au pied du Golan en fait, a radié en fait, un certain nombre de troupeaux. Et les plaignants en fait, passent via le sultan de Damas pour porter plainte, si vous voulez, auprès du roi de Jérusalem, qui fait respecter la justice, puisqu'il condamne le seigneur de Bélinas, donc son vassal, à rendre tout ce qu'il a volé, mais en plus à s'excuser publiquement. Donc ça, Ibn Munkiz dit, voilà, ils sont arbitraires, mais quand même, il y a une forme de droit qu'ils respectent de temps en temps. On connaît bien aussi plusieurs itinéraires de médecins, donc des médecins chrétiens et musulmans, qui exercent auprès des souverains dans les deux camps. Parfois, le même médecin exerce pour les deux souverains, roi de Jérusalem, Saladin, etc., c'est assez connu, et qui illustre aussi donc, quand même une certaine confiance, finalement, dans une science qui est de plus en plus partagée et reconnue par les deux parties. Et c'est justement, je disais que l'historiographie aujourd'hui a tendance à insister, alors c'est vrai d'ailleurs dans tous les champs, mais davantage sur ces intermédiaires que sont ces personnages entre deux mondes, plutôt qu'en fait sur ce qui oppose frontalement donc les deux ensembles. Et donc il participe certainement donc, à une forme de normalisation des rapports, et notamment donc, une forme de transmission culturelle. Bien sûr, donc, si on revient à Oussama, l'exemple qu'il choisit de conserver, c'est uniquement une anecdote sanglante sur ce qu'il nomme, donc, je cite, les curiosités de la médecine chez les Francs. Donc, à la demande d'un gouverneur franc, l'oncle d'Oussama fait mander donc, un médecin chrétien, donc probablement un melkite, on est dans la province d'Antioche, pour effectuer des soins urgents sur une partie de sa population. Donc le médecin revient auprès de la famille d'Ibn Munkiz au bout de 10 jours, donc c'est très court,
Et donc tout le monde s'étonne et lui dit « Ah mais ça y est, tout le monde est déjà guéri, c'est fantastique, etc. » Et le médecin leur raconte en fait que ces patients donc, étaient bien en voie de guérison, mais qu'un médecin franc est survenu et a décidé d'amputer les membres malades qui étaient en voie de guérison. Donc, il avait utilisé, lui, des cataplasmes. Le médecin franc opte, bien sûr, donc, pour un traitement beaucoup plus radical, hein, et qui aboutit, bien sûr, après plusieurs coups, il le dit, d'une hache émoussée. Donc, il y a aussi, bien sûr, une part de moquerie dans tout ça, à la mort du patient, hein, dans les heures qui suivent. Donc, on est là, bien sûr, aussi dans la construction hein, des stéréotypes. On parlait tout à l'heure des stéréotypes. Là, on a l'autre point de vue. Hein. Mais on a, bien sûr, une vision, une conception, alors qui, effectivement, est probablement pas moins d'ordre religieux, c'est-à-dire qu'on fonde moins cette différence sur le culte, mais elle existe, bien sûr. Donc, le trait, il est volontairement grossi, de part et d'autre, mais une véritable curiosité apparaît chez certains auteurs, qui témoignent donc d'un intérêt à la fois affiné pour le monde islamique, et même quasiment, hein, on va le voir, anthropologique. C'est le cas de Jean de Joinville. Donc Jean de Joinville, il est sénéchal de Champagne et il accompagne Louis IX dans sa croisade, dans laquelle donc, il perd tout son argent en route, et du coup il se retrouve sans rien et il devient l'homme lige du roi. Et au moment de son procès de canonisation, il va rédiger en fait une histoire des hauts faits de Louis IX. C'est comme ça qu'on connaît, ce qu'il appelle la vie de Saint-Louis. Et donc, Jean de Joinville, dans son récit de la défaite de Mansoura, va distinguer différents ethnogroupes. Donc, c'est quelqu'un qui arrive directement de Champagne. Hein. Lui, c'est pas un franc d'Orient. Et il distingue donc différents groupes ethniques qui composent l'armée musulmane. Il distingue donc notamment les Sarrasins des Turcs et donne donc la description suivante d'un groupe assez atypique. Donc, je cite aussi. Donc, pour ce qu'il a affaire à la matière, vous dirais-je que sont les Bédouins. Les Bédouins ne croient point en Mahomet. Un soi croit en la loi de Ali, qui fut oncle. Alors en fait, il se trompe. Hein, Ali, c'est pas l'oncle. Hein, c'est le cousin et le gendre de Mahomet, qui fut donc oncle, dit-il, de Mahomet. Et ainsi, il croit le vieil de la montagne, cil qui nourrit les assassins. Les Bédouins ne demeurent en ville, nés en cité, n'enchastiaux, mais gisent Hadès, aux champs, et leurs ménis, leurs femmes, leurs enfants, fichent le soir de nuit ou de jour, quand il fait mal temps. En une manière de herberge, qu'ils font de cercles de tonneaux loyers à percher, ainsi comme les chairs à ces d'hameçons, et sur ces cercles jettent piaux de mouton, que l'on appelle piaux de Damas, conré en halin. Donc en fait, il raconte là que ce groupe donc, est soumis donc, à la loi de Ali. Alors il fait une confusion, puisqu'après il parle du vieux de la montagne, que vous devez connaître, hein, mais c'est le personnage un peu légendaire, le chef des assassins, des Batini, des Ismaéliens, hein, qui est assassiné donc, pour leur compte, ou d'ailleurs pour le compte d'autres seigneurs, les hauts personnages de l'époque. Mais il décrit surtout leur manière de vivre. Il dit qu'ils se distinguent du reste, puisqu'ils vivent hein, dans des cercles de tonneaux liés entre eux, et sur lesquels on a tendu des toiles ou des peaux de mouton donc, traitées à l'alun. Donc en fait, il désigne un camp de Bédouins. Et c'est ça qui l'intéresse. Et il continue un peu plus loin. Les Bédouins même en ont grand pelisse, qui leur couvre tout le corps, leurs jambes et leurs pieds. Quand il pleut le soir et fait mal temps de nuit, ils s'enclosent dedans leur pelisse. Et hostent les freins à leurs chevaux et les laissent paître de lait eux. Donc je vais peut-être passer un peu vite. Donc presque tous sont vêtus. En fait, il décrit leurs habits. Donc vous voyez l'intérêt hein, que porte donc, ce sénéchal de Champagne qui voit probablement pour la première fois un corps d'armée bédouin. Il a dû en croiser sur la route. Et il les distingue donc par leur lieu de vie, mais également donc par leurs vêtements. Alors, on parlait tout à l'heure de la peau noire, justement, hein, qui est voilà, symbole un petit peu hein, de négatif par excellence. Et justement, il le dit. Donc, ils ont sur la tête donc de toiles sont entortillées leurs têtes, qui leur vont par-dessus le menton, dont lait de gens et hideuses sont à regarder, car les cheveux des têtes et des barbes sont tout noirs. Ils vivent du lait de leurs bêtes et achètent les pâturages et berries aux riches hommes, de quoi leurs bêtes vivent.
Donc là, on est vraiment, c'est une analyse qui est complète, puisqu'on a aussi finalement leur position sociale, le système de domination. On est effectivement sur des populations qui sont nomades ou semi-nomades, et donc qui vivent du lait de leurs bêtes, mais qui doivent payer un impôt pour le fourrage à certains seigneurs. Dans un autre passage, donc, ah oui, alors ça pose aussi la question dont on disait tout à l'heure, mais de quel islam en fait? Là, on a bien une distinction au sein de l'islam quand même. On a une certaine forme de cohérence, de connaissance, même si elle est visiblement détournée ici. Mais on voit bien, il essaye de distinguer justement différents courants au sein de la religion. Dans un autre passage, donc, il va détailler l'organisation de l'armée et il va identifier un corps en particulier. Alors, je vais peut-être pas tout lire, mais... Donc, le plus, alors là, c'est en fait le meilleur de leur chevalerie, donc il parle de l'armée musulmane. Ils avoient fait de gens étrangers, que marchands prenoient en étranges terres pour vendre, et ils les achetoient moult volontiers et chièrement. Et ces gens qu'ils menoient en Égypte prenoient en Orient, parce que quand l'un des rois d'Orient avoit déconfit l'autre, s'y prenoient les pauvres gens qu'il avoit conquis, et les vendoient aux marchands, et les marchands les revenoient vendre en Égypte. La chose est-toi si ordonnée que les enfants, jusqu'à temps que Barbe leur venoit, le Soudan les nourrissoit en sa maison, de telle manière que, selon ce qu'il estoit, le Soudan leur faisait faire arc à leur poing. Maintenant que les Barbes leur venoient, le Soudan les faisoit chevaliers, et portoit les armes au Soudan, fort que tant qu'il y avoit différence, c'est à savoir enseigne vermeille, rose, ou bande vermeille, ou oisio, ou autre enseigne qu'il mettoit sur armes d'or, telle comme il leur plaisoit, et ceste gens que je vous nomme, appeloit l'an de la Alka. Alors, c'est un peu compliqué peut-être, mais en fait, quand on résume, et c'est là une analyse fine, c'est la définition exacte de ce qu'étaient les Mamelouks, donc des enfants esclaves achetés en dehors d'Orient, alors qu'ils étaient encore esclaves, et qui recevaient une éducation coranique, mais surtout militaire, et qui composaient en fait le corps d'armée chargé de la garde des souverains. Donc avec, là, un peu comme toujours un peu sur le même concept que l'Iqta, le fait qu'ils n'ont pas de lignée. Le Mamelouk, par excellence, il est esclave. Donc, il ne peut pas se rebeller au nom de sa famille. Il n'a pas cette perception dynastique. Et vous savez que les enfants des Mamelouks ont interdiction de porter les armes. Ce qui fait que, de toute façon, on ne crée pas non plus de dynastie. Donc, c'est théorique, tout ça. Et donc, là, Joinville a bien identifié ça. Il identifie donc le corps d'élite de l'armée et il dit qu'il porte, il parle des bandes vermeilles et tout ça, en fait, de l'héraldique. C'est l'héraldique mamelouk, qui est très célèbre, qui figure sur les monuments au Caire, à Jérusalem, avant à Damas, et qui est vraiment présente partout, et qui distingue sur le champ de bataille ce corps d'élite. Et c'est intéressant, il montre bien aussi, alors on a dû lui raconter, on ne sait pas qui lui raconte ça, il ne connaît pas ça, on ne sait pas d'où il tient ces informations, mais il explique aussi ce passage à l'âge adulte, où il commence justement à exercer les armes, et c'est au moment où la barbe leur vient. Donc vous voyez qu'on a un intérêt véridique, donc même pour certains croisés qui débarquent complètement, c'est le cas de Joinville, et on imagine bien sûr que, on en a même plusieurs attestations, que les Francs d'Orient, les Poulains, eux qui connaissent mieux, et qui certains donc, ont accès directement aux populations locales, soit en parlant donc, grec, soit arabe, eux ont une connaissance encore plus fine. Malheureusement, c'est le sort des archives, probablement aussi une forme de sélection, et on a dit, bien sûr, une tendance à toujours à avoir un discours normatif. On a très peu de récits de ces poulains. On en a quelques-uns, mais pour une période plus tardive et plutôt sur Chypre. Donc on peut s'interroger sur les sources d'information de Joinville qui témoignent d'une connaissance des termes arabes. C'est le cas de la halka, la garde, mais donc aussi d'une méconnaissance relative des aspects confessionnels, puisqu'il confond en fait chiites et sunnites. Les Mamelouks sont sunnites,
À moins et les Bédouins ne sont pas particulièrement chiites ou sunnites, hein, on a de tout, on a aussi des chrétiens d'ailleurs, à moins donc, que le sénéchal lui-même donc, ne colporte une forme de légende, de choses qui est racontée, voilà, les on-dit locaux. Il est intéressant de remarquer que les minorités chrétiennes et juives ont également livré des sources sur leur perception du régime latin, essentiellement dépeint donc, comme oppressif et arbitraire. C'est le cas de plusieurs récits juifs, notamment celui d'un rabbin, Nathanaël à Cohen, qui visite Tibériade dans la seconde moitié du XIIe siècle et qui raconte donc la tombe de nos ancêtres à Tibériade s'étend sur 2 parasanges dans des caves. On y voit donc une grande maison, des sépultures, etc. etc. Et un jour donc vient un chevalier de Provence. Donc il identifie bien l'origine du chevalier, au moment où il va justement visiter cette grotte, cette cave rupestre des ancêtres, et qui voit donc que les non-circoncis, donc a priori donc les chrétiens, allumaient donc plusieurs chandelles sur la tombe. Il leur demande pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et on lui répond donc qu'il s'agit d'un juif saint. Donc c'est bien les chrétiens là, qui répondent, d'un juif saint, pour avoir donc guéri plusieurs malades et aidé les pauvres. Donc il leur dit, donc ce chevalier de Provence, mais pourquoi honorez-vous un juif? Donc là on est toujours dans la Palestine du XIIe siècle, et il prend une pierre et la jette donc sur la tombe. Et au moment bien sûr où elle atteint cette tombe, son cheval se cabre, il tombe au sol et il se tue, il s'est cassé le cou. Et donc le Nathanaël à Cohen va en fait voir ici la réalisation d'une protection divine, d'accord, sur ce lieu qui finalement accueille des pratiques syncrétiques, puisqu'on a des chrétiens, alors probablement ici des latins en plus, qui aux alentours immédiats de Tibériade vénèrent la tombe d'un saint juif. Bien sûr, ces sources, elles sont aussi normatives, et on a d'ailleurs d'autres récits assez similaires, notamment un récit de miracle très très similaire à Alma, mais qui est intéressant, donc qui est daté du XIIe siècle, et qui présente donc un village peuplé de juifs et de musulmans, ce qui est effectivement attesté d'ailleurs par l'archéologie, dans la Haute-Galilée, donc un village mixte, et un chevalier franc vient chercher l'impôt. Donc on a l'impression que c'est la seule interaction finalement entre la population et ce système féodal, c'est quand on vient collecter l'impôt. Et il se moque en fait d'un arbre qui visiblement est lui aussi vénéré à la fois par les musulmans et par les juifs. Et là, donc la foudre le carbonise. C'est encore une intervention divine, puisqu'il a eu la mauvaise idée de se moquer d'une pratique. Donc des sources normatives. Mais en réalité, donc, la rencontre avec ce monde islamique et aussi, donc, en même temps, des autres chrétientés, fascine les pèlerins, inquiète même parfois les ecclésiastiques latins, qui, notamment, comme l'archevêque de Nazareth, par exemple, au XIIe siècle, rédigent des ouvrages critiques. Donc on a vu contre les Sarrasins, et on en a aussi contre les Grecs, donc contre les chrétiens de rite grec en Palestine, à la même époque, pour en fait un peu mettre au clair donc, les traditions et les rites officiels qui sont à associer donc, au lieu saint. C'est parfois, comme à Jérusalem, une véritable compétition entre les institutions. Les latins dépossédant les églises orientales ou modifiant la carte administrative en déplaçant, par exemple, l'archevêché de Cytopolis, un archevêché important et antique, donc de Bethsan, la tour que je vous montrais tout à l'heure, c'est sur ce site, et en le déplaçant à Nazareth. Donc en rompant ainsi avec une tradition qui est déjà pluricentenaire. D'accord, bon. Je vais passer très vite. Donc ça, c'est des aspects qui ont été étudiés, notamment par Camille Roupetel, dans un beau livre qui est la publication de sa thèse. Et je passe donc à un autre type d'interaction, mais qui est attesté par l'archéologie, cette fois, notamment la culture matérielle. Bon, je passe là-dessus, mais vous avez une pièce assez... bon, là, assez symbolique, mais c'est une inscription fatimide du XIe siècle, qui provient de la muraille d'Ascalon, et qui a été réutilisée, vous voyez, pour être gravée avec les blasons donc d'un seigneur franc.
Donc une petite anecdote rapidement, mais vous savez que la mosquée Al-Aqsa, sur l'esplanade, elle a servi de quartier général à un ordre religieux militaire, les Templiers, c'est de là d'ailleurs qu'ils tiennent leur nom, c'est le Templum Salomonis des Francs, et vous voyez qu'en fait une grande partie du complexe est encore de son architecture du XIIe siècle. En particulier, une zone dans laquelle on ne va pas beaucoup, mais vous voyez cette rose ici dans la façade. Et donc aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu la continuité, la construction aussi d'une mémoire du patrimoine bâti, aujourd'hui cette rose, c'est un symbole fort identifié par les musulmans, à tel point que là vous avez un village juste à côté de Jérusalem, à Abu Ghosh, et une mosquée qui a été construite au début des années 2000 avec des fonds tchétchènes, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez qu'elle reprend dans sa façade la rose d'Al-Aqsa en référence à Al-Aqsa, alors qu'en fait on est bien sûr sur le complexe latin et même sur un élément d'architecture qui pour un Français est parfaitement identifiable. Une autre dimension qui est peut-être en fait beaucoup plus courante que l'architecture bien sûr, c'est les émissions monétaires. Donc vous voyez que le régime franc s'est inspiré des monnaies qui étaient en cours dans la région, notamment les dinars fatimides. On frappait monnaie d'or uniquement dans le monde islamique. Et ils vont faire de même, vous voyez, avec des imitations de légendes en arabe, donc qui veulent rien dire en fait, c'est des fausses, quand vous pouvez lire, c'est des espèces, des semblants de lettres. Mais ils vont aussi donc frapper des monnaies, donc le besan c'est la monnaie principale, c'est avec laquelle qu'on achète par exemple tout ce qui a un peu de valeur, un village, mais aussi une monture, etc. Et les monnaies plus courantes, de faible valeur, vous voyez par contre ici, ont parfois, la plupart du temps elles ont des légendes en latin, mais ici des légendes chrétiennes, vous avez même une croix, tout ça, mais en langue arabe, qui témoigne bien de quand même la part d'emprunt aussi, bien sûr, ce qui va de soi, des coutumes locales. Je voulais terminer donc avec plusieurs productions qui sont adaptées complètement, donc des productions islamiques, mais adaptées à un public et à un marché, en fait, si vous voulez, chrétien. Et en particulier, là je mentionnerai deux grands centres, deux ateliers de production, que sont Alep et Damas au XIIIe siècle. Production de céramique. Vous voyez par exemple ici un fragment qui est présenté, d'ailleurs je vous invite à y aller à l'exposition de l'Institut du monde arabe sur les chrétiens d'Orient, qui figure donc des scènes chrétiennes. Vous reconnaissez les personnages nimbés avec donc probablement un ange à gauche et la Vierge en bleu. Ces ateliers, ils sont surtout connus pour une production de verres, notamment Alep, des verres qui sont ornés de la même manière là de scènes chrétiennes. Donc ici un gobelet très célèbre du British Museum. Mais j'ai été cette semaine donc à l'exposition du monde arabe, de l'Institut du monde arabe. Ah, ça marche plus. Voilà. Et il vous présente d'ailleurs, j'étais assez intéressé par donc un autre objet du même type, avec la figuration d'un monastère et peut-être, alors je me demande s'il n'est pas arménien au vu de son couvre-chef, un moine au centre. Mais également, et là je finis avec ça, le fameux baptistère de Saint-Louis, qui est aussi une production syrienne, mais qui n'est pas du tout contemporaine ni de Saint-Louis d'ailleurs, ni des États latins d'Orient. Mais qui est très intéressant puisqu'il porte donc plusieurs blasons et représentations héraldiques, ainsi donc que 6 signatures, je vous l'ai mis là-haut, de l'artiste syrien, qui nous permettent justement d'être très précis sur la date. On sait qu'il est réalisé en Syrie entre 1320 et 1340, et ce baptistère, donc faussement rattaché à Saint-Louis, est par contre complètement intégré à la tradition mémorielle de la croisade et de la participation des grands souverains français à la croisade. Et il va donc servir pour le baptême de Louis XIII à Fontainebleau en 1601, puis à nouveau en 1856 pour le baptême du prince impérial, donc Napoléon Eugène. Et voilà, je conclus donc très rapidement, désolé sur la partie de la culture matérielle, je n'ai pas pu aller au bout, mais pour vous montrer justement comment finalement cette historiographie, mais également donc, certains objets sont intégrés à une image, à des traditions réinventées,
qui illustre donc la construction d'une nouvelle mémoire de cette rencontre entre l'islam et la chrétienté au temps des croisades, et vous voyez, hein, qui prennent toute leur place. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a une France d'Orient, ni à enlever les guillemets sur le « nous », mais qui prennent toute leur place, néanmoins, dans l'histoire de France. La pièce est conservée au Louvre. Voilà, je vous remercie. Moi, je ne fais que briser des glaces, hein, vous savez. Mais non, c'est juste, c'est une question un peu à côté du sujet, en fait. Mais c'est presque une curiosité. Compte tenu des enjeux politiques attachés à l'archéologie dans cette région, en raison des enjeux et conflits actuels et tout ça, je me demandais quelle était la vie de l'archéologue quand il se retrouvait sur son terrain. Est-ce que vous subissez des pressions, des difficultés ou bien pas du tout? Bon, je dois avouer, donc moi je travaille depuis 7-8 ans du coup en Israël, et je dois avouer que en fait c'est un petit peu paradoxal, mais donc on a vu hein, qu'il y a une très très grande école. Même d'orientalistes, d'ailleurs, j'en ai très peu parlé, hein, mais ils ont vraiment voilà, une grande tradition aussi orientaliste à Jérusalem en particulier. Mais la période médiévale n'intéresse pas du tout. C'est trop récent et c'est surtout en fait complètement détaché en fait des discours idéologiques en particulier israéliens, mais d'ailleurs ce qui m'a beaucoup déçu au début, aussi palestinien en fait. Puisque la période des croisades, on a un volume qui va sortir dans les Cahiers de l'Orient justement là-dessus, sur cette conception-là, mais elle est vue hein, comme une période d'occupation. En fait, on est encore dans le discours qui est relayé, alors d'ailleurs plutôt par les cadres hein, des autorités palestiniennes que par les archéologues eux-mêmes hein, et les historiens, mais vraiment dans une perspective encore de cette historiographie complètement dépassée. Hein. Les Mamelouks où les Ayyoubides d'ailleurs sont vus comme des étrangers. Donc Saladin, vous le savez, était kurde. Les Seldjoukides, ce sont que des Turcs. Finalement, tout ce qui brille au XIIe et XIIIe siècle, c'est de l'étranger. On n'a pas de local. Et voilà, il n'y a pas, du coup, un détachement émotionnel complet avec ce terrain-là. Moi, je cherche des collègues, il y en a très très peu en fait, qui sont intéressés à travailler sur cette période. En Palestine en particulier, il y a une autre dimension qui joue, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fonds documentaires. Les bibliothèques sont très très pauvres pour l'histoire médiévale, donc ça joue aussi bien sûr hein, sur le choix, le développement de la discipline. Et du côté israélien, eh bien, c'est vrai, il y a une pression forte idéologique sur l'archéologie, un usage. Bon, là, vous avez entendu, j'imagine, il y a 2 jours, peut-être, sur France Inter, l'ambassadrice d'Israël en France, qui parlait d'une capitale de 3000 ans à Jérusalem. Mais justement, 3000 ans, en fait, c'est la période biblique. Et il n'y a que ça qui n'intéresse les Israéliens. Le programme scolaire, je crois, illustre assez bien. Voilà, on s'arrête en fait, on utilise la Bible comme une source historique et on s'arrête justement après et on reprend en 48. Mais oui, non, mais à l'université, non. C'est-à-dire que les études supérieures ont vraiment un niveau d'excellence, voilà, une curiosité, mais l'israélien moyen, du coup, n'a pas de sensibilité. Autant, Florian en parlait lors de sa soutenance de thèse, je crois que nos choix, nous, d'études, ils sont tous inspirés voilà, par nos visites, quand on était enfant, nos lectures, etc. Mais un château, un Israélien ne sait même pas ce que c'est, en fait. Moi, je sais, je fais des visites guidées sur des châteaux en Israël. C'est... en fait, il voit que c'est une fortification, mais l'image de la... Bon, nous, un château, on parle tout de suite, c'est Moyen-Âge. L'image d'une civilisation, d'un modèle social avec une domination du seigneur, etc., ça leur échappe complètement. Du coup, c'est vrai qu'en fait, on est très libre de nos mouvements et par contre, il y a un vrai sentiment de solitude pour les chercheurs israéliens qui travaillent sur cette période. Hein.
et qui sont un peu désespérés, d'autant qu'à chaque fois que ça fait un petit peu que c'est médiatisé, c'est justement en fait donc avec la même idée que le régime franc et un régime étranger. Hein, c'était la thèse de Brouwer a écrit un livre assez important idéologiquement là-dessus, où il explique en fait l'échec donc des royaumes de l'Orient latin par justement l'incapacité à s'implanter sur la terre, donc à s'approprier en fait le territoire, et aussi donc à se développer démographiquement, en comptant uniquement sur l'immigration. Et vous savez que Brouwer a eu aussi un rôle fondamental dans le développement des politiques israéliennes, notamment d'ailleurs sur le plan géographique. Et bon voilà, il y a un dialogue perpétuel entre justement le Brouwer historien, qui est brillant par ailleurs, et le Brouwer israélien qui a fait la guerre de 48. Donc on est dans un dialogue un peu biaisé. Mais on est très libre en fait. Par ailleurs, les autorités archéologiques sont vraiment pour le coup impartiales. Oui, juste une question sur la bibliographie. Quel livre pouvez-vous nous conseiller pour qui décrive bien ce phénomène d'acculturation que vous avez essayé de décrire dans votre exposé, ces emprunts mutuels entre les différentes religions et cultures? Justement, je crois que j'en conseillerais pas. Non, un livre vraiment important aussi parce qu'il intègre un peu d'historiographie et de critique tout ça et qui traite un peu de tout, c'est le livre Orient et Occident au temps des croisades de Claude Cahn, qui est pas dépassé en fait. Pas tellement. Et sinon, il faut attendre la publication de la thèse de Florian Besson, qui traite en fait une partie... Non, mais parce que la dernière fois... Ou la vôtre moi, c'est un peu plus loin encore. Mais puis, c'est pas immédiatement mes préoccupations. Mais après, pour lire, voilà, mais avec une distance critique, vous pouvez regarder justement Ray. Vous pouvez les télécharger sur Gallica. Donc, Emmanuel Guillaume Ray. C'est intéressant. Alors, c'est une vision, effectivement, qui est caricaturale. Mais voilà, l'usage, c'est ce que je vous disais, les sources écrites, elles sont interprétées différemment par les deux grands mouvements, mais ce sont les mêmes, en fait. Donc sinon, en fait, aller aux sources. Parce que là, les archéologues apportent des choses nouvelles, quand même, dans l'analyse un petit peu de l'acculturation. Alors, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, justement, une synthèse, je pense, vraiment encore abordable. Alors déjà, une synthèse, et puis, c'est souvent des articles un peu pointus, qui sont peut-être pas très agréables à lire. Mais vous avez un volume d'Adrian Boas, mais qui est en anglais, qui s'appelle Crusader Archaeology, et qui fait un peu le point aussi là-dessus. Oui, justement, en rapport avec la question qui vient d'être posée, tout le problème est de savoir à partir de quel moment l'archéologie est intéressée par le problème de l'acculturation. C'est-à-dire que dans l'historiographie que vous avez reconstituée, alors qu'on aurait pu, parcourir toutes les étapes de cette archéologie moyen-orientale qui est absolument passionnante, on va d'abord chercher des traces de l'Occident. Oui. On n'est pas dans l'acculturation. On est intéressé à aller chercher les traces de l'Occident. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est absolument passionnant dans cette perspective-là, à la naissance de la sociologie, c'est un élève de Durkheim, c'est le livre de Maurice Alvax, la topographie légendaire des évangiles, c'est-à-dire qui montre comment, au fond, l'Occident est allé créer ces traces bibliques. C'est-à-dire que, au fond, l'Occident, avec tout ce phénomène de présence à date haute, a créé son propre rapport au lieu des Écritures, qu'il a ensuite, dont il s'est complètement ensuite nourri. Donc, au fond, la logique occidentale, elle est d'abord de se retrouver là-bas. Et le moment de l'acculturation, c'est précisément celui que vous avez commencé à saisir, je ne sais pas, avec Cahen peut-être, avec ce moment où, au fond, on a bien le sentiment que c'est quelque chose de très particulier qui s'est construit là-bas, d'ailleurs, avec une autre chrétienté. Enfin, c'est vrai, c'est une vraie question. Moi, je saurais pas la dater. Enfin,
Non, et puis d'autant qu'à nouveau, je pense qu'on a une obsession en fait avec une partie des sources. Je parle pas des sources écrites, mais bon là je passais, c'est un peu classique, mais voilà, les monnaies par exemple, on nous ressort toujours. C'est l'élément qui marche en fait. Voilà, on a de l'arabe, une croix, une légende chrétienne, et en même temps un type de monétaire qui est islamique, etc. En fait, je crois qu'on va quand même un peu plus loin maintenant, mais on a toujours des problèmes de définition en fait. Finalement, avant de savoir si on sa culture, quelle culture on identifie. Par exemple, quelle est la trace archéologique des chrétiens orientaux? Au XIIe et XIIIe siècle, on est bien en peine de le dire, à part lorsqu'on a, et c'est rare, des édifices monumentaux, qui témoignent là quand même, à la fois donc, d'un aménagement liturgique qui peut être différent, mais ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, ils sont invisibles dans le paysage. Qu'est-ce qui va différencier un habitant, un villageois musulman d'un villageois chrétien? Alors en fait, on a très peu d'éléments catégoriques. C'est les pratiques funéraires, premièrement. On en a très peu, on connaît quasiment aucun cimetière. Le cimetière d'Athlytes de Chastel-Perrin que je vous montrais, donc, qui est probablement qu'un cimetière chrétien, et c'est un des seuls très bien conservés. Et sinon, donc, c'est les vestiges alimentaires, donc là, qui témoignent. Alors, pareil, avec... je vous rappelle que les interdits alimentaires, c'est comme aujourd'hui, hein, ils sont respectés un petit peu à la sauce de chacun, ce qui fait que du coup on a des fois du mal à identifier justement la présence. En revanche, effectivement, quand on a du porc sur des sites, du porc d'élevage en particulier, ou des produits de la chasse, eh bien ça nous permet d'éliminer certaines populations a priori. Mais en fait, c'est très ténu. Et du coup, on repose aussi sur, un petit peu comme vous disiez, on cherche l'Occident, et on cherche aussi certaines choses. Ce qui fait qu'on on est aussi tributaire d'une historiographie, de certaines problématiques qui sont pensées d'une certaine manière. C'est vraiment pas évident. Mais je crois qu'il y a quand même des avancées, notamment sur un petit peu sur ce que je montrais en dernier, mais les productions adaptées. C'est-à-dire en fait des produits qui sont destinés à un public et dont on arrive par contre à savoir des fois qui justement est à l'origine, qui est l'artisan. Et là on a des nouvelles percées un petit peu, notamment donc sur la céramique, mais pas uniquement, qui sont vraiment intéressantes. Donc sur les réseaux de diffusion locaux, alors qu'on a une importation, un continu de céramique, notamment de l'Italie, qui est un grand centre, on trouve en quantité, mais même dans des petits villages, des céramiques proto-mayoliques de Sicile ou d'Italie du Sud. Donc on a cette culture matérielle finalement qui traduit ces évolutions qui sont celles qu'on voit dans les sources, mais donc un rapport à l'Occident avec des biens qui sont valorisés et qu'on va acheter à grand prix, faire venir en Orient, et qui se retrouvent donc dans des villages, pas uniquement dans les villes, et en même temps des céramiques qui sont produites localement, mais avec des décors, avec parfois des inscriptions, etc., qui sont adaptées à des consommateurs en fait. Ce sont des traces occidentales, mais c'est l'opposé, au contraire, de la civilisation. Enfin, je dirais de Non, on a aussi des productions islamiques, notamment alors glacurées, mais pas que. On a aussi de la céramique commune peinte, donc d'usage plus, qui au contraire qui sont adoptées en fait assez rapidement. Ça, c'est de l'intercivilisation. Et ça, et là, ça va effectivement dans les deux sens. Et ça, on voit justement des zones de répartition, c'est-à-dire des espaces, des aires où ces céramiques sont présentes, et d'autres où elles sont absentes. Et donc à nous d'en déduire. Voilà, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce qu'on en déduit qu'une partie de la population n'achète pas ce type de bien, ou ne le consomme pas, alors volontairement ou involontairement, on ne sait pas. Et du coup, quand on la retrouve, est-ce qu'on est sur des villages mixtes? Est-ce qu'on est sur des villages... Donc c'est un peu compliqué, mais maintenant on a de plus en plus de données aussi, ce qui fait qu'on peut commencer aussi à pondérer un petit peu ces résultats. Donc, oui, vous avez parlé aussi d'un œcuménisme culturel populaire judéo-chrétien. Est-ce qu'il existe un œcuménisme du même genre judéo-islamo-chrétien?
Oui. Parce que c'est un phénomène qui n'est pas spécial à la région. Dans un livre remarquable de l'historien maroco-israélien ou israélo-marocain Benami Jachar, il a décrit admirablement le culte œcuménique judéo-musulman, populaire. La baraka qui est commune. Oui, et surtout un pèlerinage alternatif rendu à des saints juifs, alternativement par des populations des juives et des populations musulmanes, surtout dans les pays berbères. Mais en fait, on a pour la période justement, on a le développement d'un corpus qui est vraiment passionnant. C'est avec le culte des saints qui est là aussi. En fait, en islam, on a les traités, celui de Hawari sur la Palestine qui est incroyable, avec une multitude de lieux et de traditions qui sont, alors avec des personnages, les compagnons du prophète, qui sont partout, qui sont même à plusieurs endroits, enterrés à plusieurs endroits. Et alors, dans le doute, on va quand même les visiter tous parce que on aura bien la bonne. Donc, il y a vraiment des choses. Et on a aussi des récits de pèlerinage juifs assez intéressants. Alors, essentiellement des pèlerins qui viennent d'Occident, donc qui font un pèlerinage, parfois avec pour but de retourner en terre d'Israël. Donc on a ce qu'on a appelé la fameuse aliyah des 100 rabbins, etc., au Moyen-Âge. Et donc qui témoignent aussi, voilà, alors, souvent, par exemple, on a, donc c'est un peu un topos aussi, la présence d'un gardien musulman qui prend soin de la tombe de l'ancêtre ou du prophète, etc. Et donc il l'en félicite, etc. On lui apporte des cadeaux, il est respectueux, il connaît très bien la tradition, on peut lui poser des questions. Des fois on cherche un site, et on a du mal, notamment dans la région de Tibériade où c'est bourré de tombes partout. Et du coup on cherche un site, on va demander, et les locaux sont au courant, et ils amènent de l'huile, et ils fournissent des lampes, etc. En revanche, dans les sources latines, donc à nouveau, c'est un effet de source, mais on est dans une période où c'est essentiellement normatif. On a condamnation au contraire. Alors condamnation veut bien dire que du coup il y a des pratiques qui sont attestées. Mais on est c'est une géographie qui m'intéresse particulièrement, qui est beaucoup plus locale finalement, à l'écart aussi des lieux saints, avec ces récits de pèlerinage qui à la longue sont quand même très ennuyeux parce qu'on en a tous les 2 ans et rien ne change. Alors qu'en fait justement sur ces sites alors je dirais pas secondaires, puisqu'en fait ils sont vraiment, je pense, révélateurs de nouvelles traditions qui émergent à ce moment-là. La question des druzes au niveau des sources du Jourdain, elle est absolument passionnante, avec là aussi une fascination pour le culte de Khader qui est associé à Georges et tout ça. Et ça, c'est attesté par des latins aussi. On a aussi des cas très intéressants, alors qui ne sont pas du syncrétisme ni de l'œcuménisme, mais de conversion. Donc de conversions qui prennent place en Palestine, et pas toujours dans le sens où on pouvait le penser. On a des chrétiens convertis au judaïsme, donc dans le contexte de la Palestine franque, alors que justement toutes nos sources insistent plutôt sur l'oppression, sur la déclassification finalement de la population, etc. Et on a aussi énormément de conversions dans les deux sens, de l'islam au christianisme, du christianisme à l'islam, pour des raisons très variées d'ailleurs. Ça c'est pareil, je pense il y a une étude de synthèse qui resterait à faire sur ça. Donc sur les lieux saints, il y a quand même beaucoup de choses. Mais... Vous pourriez nous éclairer par ailleurs sur les pains de sucre? Oui. Alors vous voulez... c'est très intéressant les pains de sucre, parce que dites-nous, parce que moi la canne à sucre ça vient du Bengale. Alors la canne à sucre, elle circule à l'époque où on a vu la représentation là. C'est quelque chose de courant? Oui. Alors la représentation, elle doit dater de la fin du XIVe. Et je crois qu'on n'en a pas en fait pour la Palestine des 12e, 13e siècles, dans le Minur. Par contre, on a des centaines d'installations maintenant. Donc c'est vraiment, quand je vous disais que c'était produit industriellement, le premier important. C'est absolument impressionnant en fait, et dans une période très courte. Et la canne à sucre, elle est présente et cultivée. Enfin, elle n'est pas cultivée, elle est transformée au XIe siècle. Quand les croisés, par exemple, arrivent même sur les bords de l'Euphrate et tout ça, ils le mentionnent.
Donc le sucre est présent, consommé depuis longtemps, hein. Il y a plein de traités de diététique et tout ça, en Al-Andalus, partout, qui mentionnent ça. Mais donc elle est déjà cultivée, mais visiblement pas dans les proportions qui seront celles du XIIe siècle. Et donc, bon, en fait, c'est un environnement, en particulier en Palestine, qui est complètement fait pour ça, en fait. On a de grandes zones de marais dans la région de Beth Shean, dont je parlais tout à l'heure, l'ancienne Cytopolis, dans la région du bassin de la Houlée, dans la vallée du Jourdain, sur la plaine côtière, où le sucre est produit jusqu'à la période ottomane, hein. Et donc, en fait, on a des conditions qui sont présentes pour la production massive de sucre. Alors, on broie donc la canne, on en sort en fait une mélasse, une sorte de pâte qu'on fait décanter, et puis le produit décanté, du coup, peut être utilisé notamment dans des remèdes médicaux. On sait que les hospitaliers à Acre ont une maison qui doit envoyer 21 quintaux par an à l'hôpital de Jérusalem pour faire des potions. Et on apprend pas mal de choses. Et les pains sont donc conservés, alors soit dans le pot, soit le pot est cassé et le pain est enveloppé dans une forme de tissu, probablement, de toile, et envoyé en fait par bateau ensuite en Europe. Est-ce que c'est déjà distillé? Alors, j'ai pas connaissance, je pense pas. Mais l'exportation devient courante à partir de quand en Occident? Dès le XIIe siècle, c'est énorme. Mais on a des contrats de Nolis qui mentionnent ça, et c'est... Bon, avant que les Portugais, finalement, alors, en fait, la canne. La Palestine est sûrement l'un des pôles, sinon le pôle producteur le plus important au XIIe siècle, un peu moins au XIIIe du fait de la perte territoriale, mais la région d'Acre est bourrée au XIIIe siècle, hein. On a tout l'espace utilisé pour la production du sucre. Et l'autre centre, c'est la Sicile. La Sicile qui devient en fait, avec Chypre, donc après à partir du XIIIe siècle, les centres majeurs de production du sucre. En Sicile, c'est absolument énorme. D'ailleurs, je pense que l'iconographie là est relative à la Sicile. Il y a deux thèses. Si je peux me permettre, sans vous interrompre, il y a un excellent article de Simon Dorso dans le numéro de l'Histoire de cette année au mois de mai sur la question du sucre, exactement dans un article qui parle de cette zone-là et de la. Qui reprend un peu. Très très bien et très clair et très explicatif. C'est le mois de mai et on le trouve sur le site de l'Histoire sans problème. Merci. Ah bon, il est accessible. Oui, certainement, je pense. Oui, je pense. Oui, c'est déjà accessible. Et pour le sucre, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre en français de Mohamed Ouerfeli de l'université d'Aix-Marseille qui a fait sa thèse en fait sur le commerce, et je ne sais plus comment il a appelé ça, du sucre au Moyen-Âge. Alors qui traite un peu moins de la Palestine, assez périphérique, mais sur la Sicile et Chypre, il a une documentation extraordinaire. Et qui est publiée chez Brill. Je vous propose d'applaudir notre intervenant.